je m'appelle Marie. J'ai fait des études en biologie. Je suis ingénieure à AgroParisTech et maintenant en thèse. Et j'ai depuis longtemps quand même une conscience écologique, mais qui a évolué ces derniers temps. Et donc j'ai intégré le mouvement Extinction Rébellion en octobre. Et vous avez quel âge? 25 ans. Avez-vous connu Bernard Stiegler et comment? Alors la première fois que je l'ai vu, c'était sur la chaîne YouTube Thinkerview, et donc il a fait 2 vidéos, et donc j'ai entendu parler de son projet, et je n'ai pas fait le pas de le contacter, mais ensuite j'ai entendu à nouveau parler de ce qu'il faisait via Victor Shea, qui est aussi un membre d'Extinction Rébellion et que j'ai rencontré lors d'une réunion, et il m'a parlé du projet de Internation, et donc ça m'a intéressée. Ce qui m'a premièrement intéressée, c'est le fait qu'il y ait une réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour pas seulement être dans la dénonciation du système et exiger des choses des gouvernements, mais aussi envisager l'après et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que cela arrive d'une autre façon que simplement demander au gouvernement faites ça pour que ça aille mieux, réduisez vos consommations votre émission de CO2. Et c'est une sorte de critique qu'on peut faire au mouvement, qui est que clairement on ne s'affiche pas sur comment changer la société. Et donc c'est ce projet, c'est ce qui m'a intéressée dans ce projet d'Internation. Je m'appelle Esther, j'ai 17 ans et j'habite à Nanterre et je vais au lycée. Je suis en section économique et sociale et je vais au lycée à Rueil-Malmaison. Et voilà, et ça fait depuis un peu plus d'1 an que je suis engagée dans les mouvements climatiques. Et donc je vous avais un peu raconté par mail, j'allais régulièrement, il y a eu, je pense, les premières marches pour le climat l'année dernière, c'était très tôt dans l'année, en janvier, quelque chose comme ça, et j'ai commencé à y aller en février, et très vite, un jour, je suis allée discuter avec un animateur de la marche, parce que il criait anti-capitaliste, et je disais, oh mais pourquoi est-ce que vous criez ça? Et puis si vous dites ça, il faut bien qu'il y ait quelque chose à la place, alors allez-y, proposez des trucs. Et donc on avait discuté, et je disais, bah, c'est pas le lieu. Et il y avait un ami avec lui qui était un peu d'accord avec moi, mais qui m'avait dit, mais tu sais, viens à nos assemblées générales, on fait des réunions pour préparer les marches et tout, viens, tu vas voir, on a ce genre de débat-là. Et donc depuis, je vais aux assemblées générales et je me suis fait des amis là-bas, et voilà, on débat ensemble, on essaye d'organiser des choses ensemble, autant des marches que de la désobéissance civile. Je suis plus portée sur la désobéissance civile, en tout cas en ce moment. Et depuis novembre, on a été approché par Bernard Stiegler, voilà, qui nous a dit, ah, mais en fait ce serait super qu'on travaille ensemble, entre jeunesse militante et vieux chercheurs, et voilà, pour restaurer un rapport intergénérationnel, et puis pour faire de la recherche contributive en disant, mais en fait votre savoir d'activiste, et ben, il a de la valeur, et voilà, on peut travailler ensemble, et Greta Thunberg dit, il faut écouter les scientifiques, et ben venez avec nous, venez même travailler avec les scientifiques. Donc voilà. C'est pas Interrébellion, vous l'avez intégré en quelle année, il y a combien de temps? Je l'ai intégré au mois d'octobre, au moment de la rébellion internationale d'octobre. 2019. C'est ça. Où c'était donc une semaine très chargée, où ça a commencé par l'occupation du Châtelet
non, de Italie 2, le centre commercial, et ensuite de la place du Châtelet. Et Youth for Climate, c'est pareil que Fridays for Future. Et en Europe, il y a des mouvements qui s'appellent Youth for Climate, par exemple en Belgique et en France. Et il y a un mouvement qui s'appelle Fridays for Future, et c'est la même chose, ça a juste un nom différent. En fait, Youth for Climate, c'est vraiment à l'origine, c'était le mouvement des lycéens. Et après, bien sûr, on dit venez tous à nos manifestations. On veut évidemment être inclusif, mais à l'origine, c'est le mouvement des lycéens. Et moi, je suis une lycéenne, donc quand j'ai vu que c'était les marches pour le climat des lycéens, je me suis tout de suite sentie très concernée et j'y suis allée. Donc, votre première action avec eux, votre première marche ou participation, c'était quand? La première marche que j'ai aidé à organiser, c'était le 24 mai. Voilà, c'est la première que j'ai aidé à organiser. Et pendant cette marche, on a fait une action. On a répandu des abats de viande dans la rue. Voilà, avec une banderole, je ne sais plus, en disant stop à la surconsommation de viande. En gros, je ne sais plus quel était le slogan. Vous êtes vous-même végane? Non, moi je ne suis pas végane. Moi je suis végétarienne. Donc je ne mange pas de viande et pas de poisson. Donc vous avez connu Bernard Stiegler l'année dernière en fait seulement, et depuis, oui. Quelle impression il vous fait Ah ben depuis, c'est super, c'est très stimulant intellectuellement. En fait, la première réunion qu'on a eue à l'IRI, donc l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, on était 3 de Youth for Climate, je pense. Et c'était un peu par hasard, c'est toujours par hasard, mais je remplaçais une copine en fait. Et depuis, c'est moi qui suis impliquée dans ce projet-là, et la copine pas du tout. Et donc ouais, c'était la première réunion qu'on a faite à l'IRI pour s'échanger un peu nos points de vue, voir nos divergences, qu'est-ce qu'on pensait de tel mouvement, de tel point. Et après, on a été invité aux entretiens du Nouveau Monde industriel. Et donc ça, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça... oui, j'ai compris le quart de ce qui s'est dit, mais c'était très très intéressant, quoi. Et ça donne plein de pistes de réflexion, plein de choses à aller chercher derrière. Justement, votre engagement écologique, ça commence. Qu'est-ce qui a déclenché cela? Disons que depuis longtemps, j'étais au courant, même avant de faire des études, même simplement quand j'étais enfant. J'étais au courant vaguement des problèmes, mais j'ai pris conscience de la gravité et de la façon dont les choses sont imbriquées lorsque j'ai lu le livre de Pablo Servigne, enfin les deux même, sur comment tout peut s'effondrer et aussi une autre fin du monde est possible. Notamment dans son deuxième livre, il insiste beaucoup sur le fait pour dépasser le choc que ça fait quand on apprend, le choc émotionnel que ça fait quand on apprend tout ça. Donc pour pouvoir le dépasser, eh bien c'est bien de passer à l'action pour peut-être pas trop déprimer et faire quand même changer les choses. Je pense c'est que déjà la discipline scientifique qui est la collapsologie, celle-là je la trouve très intéressante puisque c'est une réflexion systémique sur plein de domaines scientifiques et les mettre ensemble pour se faire une vision plus complexe du monde et de ce qui pourrait advenir, et étudier l'étude de comment les civilisations se sont effondrées par le passé. Je trouve ça vraiment intéressant et fondamental de le faire. Ensuite, il faut bien se rendre compte que ce qu'ils appellent effondrement, en fait, c'est des effondrements. Et donc, il n'y en a pas qu'un seul, et il ne va pas arriver genre un jour où ce sera horrible, mais c'est quelque chose qui s'étale dans le temps et qu'on ne peut pas donner de date et pas vraiment de début, voire même de fin, étant donné que, par exemple, l'effondrement des populations animales, insectes a déjà commencé. Voilà, donc je pense que c'est important que
que les bases scientifiques de la collapsologie soient plus connues et dans le débat public. Et par contre, il faut faire très gaffe à la marchandisation qui pourrait s'en sortir et du fait qu'il y ait une montée de survivalisme dans le sens où ça induit un renfermement sur soi. Et donc ça c'est très néfaste. Je pense que Greta Thunberg est un symbole. C'est un symbole des jeunes générations qui se lèvent, qui ont pas le pouvoir et qui sont même... Enfin, Greta Thunberg, elle est même Asperger. Donc c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est très difficile pour elle d'être exposée médiatiquement, etc. Donc qui peu importe... qui vont à l'encontre de tout et qui prennent le pouvoir et qui prennent la parole en disant « Attendez, mais là, il y a vraiment quelque chose de grave qui se passe. » Et il faut qu'on prenne la parole. Et donc voilà, Greta Thunberg, c'est un symbole, c'est un symbole d'espoir pour l'avenir. Après, je pense qu'on a tous, enfin, en étant impliqués dans ces mouvements-là, on a un point de vue qui se construit, qui s'affine avec le temps, au fil des débats. Moi, je suis arrivée à Youth for Climate, j'étais déjà végétarienne, mais j'avais une connaissance très vague du problème climatique par rapport à maintenant. Et c'est en étant dans Youth for Climate, en échangeant avec les gens, en disant « Ah ben tiens, tu devrais lire ce livre-là, tu devrais regarder telle interview, telle chaîne sur Internet, qu'on se cultive en fait et qu'on acquiert un bagage. » Et voilà, et tout ça se construit au fur et à mesure des débats et c'est l'intelligence collective de notre mouvement. En fait, c'est une forme de recherche, mais non institutionnelle. Voilà. Et donc Greta Thunberg, oui, je pense qu'on a tous des positions différentes, voilà. Après, il faut pas... Souvent, les journalistes nous posent la question de Greta Thunberg, et je pense qu'il ne faut pas réduire notre mouvement à Greta Thunberg. On est une multitude. En fait, à Youth for Climate, on travaille avec des groupes de travail. Donc on est tous impliqués dans un groupe de travail à un moment donné. Puis à un moment donné, on fait autre chose. Et voilà. Et donc là, je suis un peu plus impliquée dans l'association des Amis de la Génération Thunberg et avec le collectif Ars Industrialis, etc. Mais ça dépend de notre disponibilité. Enfin voilà. Quelles sont les actions que vous avez commencées dans votre vie quotidienne? Ah, dans le sens des petits gestes, oui, j'en ai changé quelques-uns. Par exemple, j'essaye de devenir végétarienne. Je le suis presque, je dirais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, déjà, j'ai jamais eu de voiture, voilà. Oui, essayer d'acheter du bio et plus cuisiner. Donc, éviter tout ce qui est préparé, ce qui est déjà suremballé, en fait. Depuis 3 ans, 3-4 ans, ces petites... peu à peu, ce genre d'évolution. Et qu'est-ce que vous pensez des actions d'Extinction Rébellion auxquelles vous avez participé? Est-ce que, par exemple, vous avez été enfermé par la police pendant 2 jours Alors, c'est pas encore mon cas, mais c'est arrivé à plusieurs de mes amis. Voilà, d'ailleurs, c'était très intéressant d'avoir leur retour, car l'expérience carcérale, c'est quelque chose que, en formation de désobéissance civile, on nous en parle, tout ça. On est formé, mais toute la dimension psychologique, on s'y attend vraiment pas, surtout que ils peuvent... Enfin, on apprend la procédure normale qui peut se passer en garde à vue, mais elle peut bien sûr ne pas être respectée par la police. Voilà. Quelque chose qui vous a choqué? Moi, pour l'instant, non, mais j'ai des amis, oui. Par exemple, tout simplement, ne pas respecter la procédure qui est qu'on a le droit d'appeler un proche, en fait, avant d'être mis en garde à vue. On a ce droit.
Il y a très peu de personnes dans le mouvement qui ont été arrêtées. Il y a eu peu d'amendes, voire peut-être juste une ou deux à ma connaissance, ou trois. Voyons voir, oui, j'ai un ami, il a eu une amende de 300 €. Voilà. Après, on essaye de faire en sorte que les amendes soient prises en charge par le mouvement. Bon, je ne sais pas où ça en est niveau finance, je ne fais pas partie du groupe finance du mouvement. Et vous faites partie d'un autre groupe ? Je fais partie du groupe qui s'appelle Recherche et Systémique. C'est en gros le groupe qui essaye de rassembler les données scientifiques par rapport au climat ou par rapport à d'autres thèmes, qui en fait des synthèses, qui peut ensuite faire proposer des slogans adéquats ou faire des fiches infos à transmettre, tout ça pour améliorer la communication sur les chiffres en rapport avec le climat, ou aussi avoir des réflexions, par exemple, sur les mouvements sociaux, sur les stratégies d'action, parce qu'il y a quand même des données scientifiques par rapport à ça, des données de sociologie, etc. Vos parents sont d'accord avec ça? Est-ce qu'ils n'ont pas l'inquiétude que ça va au dépend du travail scolaire? Alors non, justement. Ça me prend beaucoup de temps, ça c'est vrai. Ouais, en fait, il faut s'organiser, il faut se réserver des plages de temps dans la semaine où on dit ok, là je fais mon engagement citoyen à ce moment-là. Je m'occupe de Youth for Climate, mais il faut être organisé. Après, moi, étrangement, il se trouve qu'en fait, je suis déjà assez bonne élève en classe, et je dis étrangement, mais en fait, c'est le cas de la plupart des militants de Youth for Climate. Donc ça, voilà, être bonne élève, après, ça aide à pouvoir dégager du temps pour être militant, et puis même en fait, en étant bonne élève, ça montre aussi que ça nous aide en fait. On acquiert des capacités, je sais pas, rédactionnelles par exemple pour faire un compte rendu ou pour faire un CP. On a besoin d'un communiqué de presse. On a besoin de qualité rédactionnelle. Puis je pense, oui, il y a aussi il y a des questions de sciences sociales qui se posent aussi derrière. Mais pour revenir à la question des parents, moi, ma mère, on discute beaucoup, ma mère et moi, et au fur et à mesure du temps, on a des avis qui évoluent ensemble. Donc je fais peu à peu évoluer l'avis de ma mère, mais donc elle me suit avec beaucoup d'enthousiasme. Mais donc, non, il n'y a pas vraiment l'inquiétude par rapport à l'école parce que je suis une bonne élève. Et en fait, oui, on note, les bons élèves, c'est plutôt le système éducatif en France, il est très inégalitaire. C'est un des plus inégalitaires d'Europe. C'est ce qu'ont montré les différents rapports PISA. Et donc les bons élèves, en fait, c'est des enfants issus de milieux favorisés. Moi, mes parents, c'est des ingénieurs, par exemple. Et donc, en fait, on se rend compte, à Youth for Climate, il y a beaucoup de bons élèves, oui, mais il y a surtout beaucoup de fils de profs et de ressortissants de milieux aisés. Après, évidemment, il n'y a pas que ça, il y a quand même... On est quand même un peu ouvert, on essaye vraiment d'avoir des démarches de discrimination positive, de parler à tout le monde. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il n'y a que ça, mais il y a une majorité de personnes bourgeoises, en fait. Et ça, peut-être que c'est dû aussi au militantisme en lui-même, c'est-à-dire que pour être militant, il faut déjà avoir, je ne sais pas, peut-être, c'est des hypothèses, il faut déjà, pas se préoccuper de qu'est-ce qu'on va manger le lendemain, ou avoir sa chambre à soi, voilà. Et puis après, peut-être que le système éducatif est tellement inégalitaire que, après, comme ce sont les bons élèves qui peuvent se dégager du temps et que les bons élèves sont issus de milieux bourgeois,
Voilà, c'est des hypothèses, je ne sais pas. Ouais. Avec Extinction Rebellion et Youth for Climate, on est très proches. En France, c'est un peu... on est des organisations très très proches. Et d'ailleurs, c'est des mouvements qui ont démarré à peu près en même temps. Mais après, Greta Thunberg, elle est suédoise, Extinction Rebellion, ça vient d'Angleterre. Et donc, à l'origine, on est très proches et idéologiquement, on est aussi très proches. Par exemple, on a fait une action à l'Élysée le 24 juin, il me semble. On a occupé le parvis de l'Élysée, devant l'Élysée. Oh, c'est qui? C'est Youth for Climate qui l'a organisé, donc c'est-à-dire mes amis et moi. Et Extinction Rebellion nous a rejoints. Ils nous ont rejoints, c'était le fameux jour où ils se sont fait... Est-ce que c'était ce jour-là où ils se sont fait gazer au pont? Non, c'était pas ce jour-là, mais... Non, c'est pas... Mais ils sont allés à une action qui n'a pas bien marché, et donc après ils nous ont rejoints à l'Élysée, et donc voilà, ça montre qu'effectivement, on converge très très fortement. Après, il y a eu la semaine... la rébellion internationale d'octobre, là. Il y a donc cette semaine de rébellion où Extinction Rebellion a occupé la place du Châtelet. Et donc j'y étais. J'étais en train d'occuper la place du Châtelet avec Extinction Rebellion et Youth for Climate y était. Et c'est là qu'a émergé la critique de la non-violence d'Extinction Rebellion. Parce que voilà, il y avait des équipes de gens, tout ça se fait... Enfin, c'est des gens qui s'auto-organisent et qui décident de faire ça et qui ont décidé d'aller effacer tous les tags anti-flics. Et sachant que sur l'occupation, il y avait par exemple le collectif Adama qui est... Non, je me trompe. Ah oui, il y avait le collectif Adama qui était présent. C'était à Italie 2. Oui, voilà, ils étaient à Italie 2 et à Italie 2, ils ont effacé tous les tags anti-flics alors qu'il y avait le collectif Adama qui lutte donc contre les violences policières et qui est... Enfin, donc Adama, c'est un jeune noir qui s'est fait tuer par des policiers. Donc il y a sa sœur qui lutte contre les violences policières en France qui, on le sait, ont explosé l'année dernière. Et donc effacer tous les tags anti-flics, ça avait quelque chose de ridicule. Et là, il y a des gens qui ont dit « Attendez, mais non, c'est pas possible ». Et donc nous, à Youth for Climate, on a une position sur la non-violence qui diverge un peu de celle de Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, ils sont non-violents, ils le disent très clairement. Et nous, il y a plusieurs points. Nous, on le redit quand même, on est pour un monde sans violence. Voilà, ça paraît évident, mais on le dit. On poursuit un idéal de non-violence. Maintenant, le fait est que la violence est là, elle existe, et on sait qu'aujourd'hui, au sein des mouvements, il y a différents modes d'action qui existent, et on respecte ces différents modes d'action-là, et on respecte les autres mouvements, et on respecte leur mode d'action. On n'a aucun jugement à porter là-dessus. Et maintenant, nous, au sein de notre mouvement, on est a priori, on interdit la violence physique contre autrui. Voilà. Vraiment portée contre autrui, mais la violence morale, par exemple, n'entre pas dedans. Donc c'est vraiment la violence physique, et sauf en cas de légitime défense ou en cas de violence policière, justement. Parce que la violence policière, enfin la légitime défense de la loi, elle ne prévoit pas de se défendre contre un policier. Se défendre contre un policier, pour la loi, c'est pas la légitime défense. Mais nous, on estime que si un policier nous tabasse, il faut qu'on puisse répondre. Voilà. Tâche actuelle dans cette association? Pour l'instant, eh bien, je réfléchis à la structuration du groupe. Et notamment, par exemple, ce qui s'appelle le système d'auto-organisation qui essaye de se monter au sein d'Extinction Rebellion. En fait, c'est une façon de s'organiser pour qu'il n'y ait pas de hiérarchie, mais que les gens se sentent impliqués et puissent faire des propositions, passer à l'action sans forcément attendre qu'il y ait un chef qui lui dise « toi, tu fais ça ». Afin que
afin que l'association puisse compter des membres actifs sans qu'il y ait vraiment de hiérarchie ou qu'ils se sentent obligés. Enfin, il y a beaucoup de réflexions à faire autour. Il y a vraiment tout un travail de vulgarisation à faire autour des idées développées par le collectif Internation. Et d'après ce que j'ai compris, c'est une mission principale de l'asso. Les idées principales sont claires, mais après, il faut voir que ces idées puissent s'intégrer dans le monde et face aux gens qui ont d'autres points de vue, une autre vision de la vie, qui n'ont pas forcément de background scientifique ou qui n'ont pas fait de longues études, qui viennent d'un autre milieu, qui puissent comprendre en fait ces notions. Au sein d'Extinction Rebellion, en fait, les membres d'Extinction Rebellion ont un niveau culturel quand même supérieur par rapport à la moyenne. Oui, c'est vrai. Et à quoi c'est dû, et est-ce que vous avez pensé à élargir justement votre association à un autre type de population, quoi, Effectivement, on y pense beaucoup parce que c'est pas facile et en fait, c'est vrai qu'on voudrait bien qu'il y ait plus de mixité sociale au sein du mouvement. Après, c'est une volonté qu'on a, mais elle est pas forcément facile à mettre, à réaliser. Mais on rencontre plein d'autres collectifs. On essaie de rencontrer d'autres milieux, par exemple le milieu syndical, le milieu de personnes qui font d'autres luttes, que ce soit dans l'écologie, dans le social, ou je ne sais pas moi, les mouvements féministes, les mouvements antiracistes, ce genre de choses. On essaye de les rencontrer et de faire des actions communes. Et peut-être, d'après ce que j'ai compris, en fait, pour qu'il y ait plus de mixité sociale, l'idéal serait d'aller aider les autres mouvements d'autres milieux sociaux et qu'en les aidant, après peut-être ils seront plus prêts à faire des actions communes avec nous. Voilà. Oui, c'est vrai, j'ai vu les vidéos de Thinkerview de Bernard Stiegler et moi ça m'a aidé à rentrer dans sa pensée. Ce qui fait que, avoir vu ces vidéos-là, c'est vraiment c'est génial parce que j'ai pas du tout de mal avec ces concepts justement d'entropie, de prolétarisation, de négantropie. C'est des choses que je conçois et que effectivement je pense pas que ce soit fou de vouloir de vouloir propager ça, de vouloir propager ce concept d'entropie. L'entropie, qu'est-ce que ce serait pour moi? Alors, on me l'avait expliqué au début en disant, c'est la mesure du désordre, donc c'est assez poétique, c'est joli, et donc c'est la dissipation de l'énergie, pour moi. Dissipation de l'énergie, l'entropie, c'est un concept qui est apparu au XIXe siècle, avec la physique thermodynamique, avec la révolution industrielle et la machine à vapeur, en fait. On avait besoin de quantifier ces énergies-là. Et donc il y a des... Alors c'est Sadi Carnot, je crois, qui a travaillé sur la question de l'entropie, mais parce que l'entropie, elle est notée avec un S, et c'est le S de Sadi Carnot, mais il avait un condisciple, j'ai oublié. Des fluides d'énergie, on pourrait dire. Oui, des fluides d'énergie. En fait, c'est un rapport, l'entropie. Il faut garder ça en tête quand même. Et par exemple, j'essaye de donner des exemples pour expliquer aux gens. Je trouve ça assez parlant parce qu'en fait, il y en a partout de l'entropie. L'entropie, ça peut être une théière. Au début, elle est chaude. Et petit à petit, elle va se refroidir parce que la chaleur va
va se mélanger avec l'air ambiant qui est froid, va se dissiper exactement. Et donc peu à peu, la théière, elle va se refroidir et c'est ça l'entropie. Et la négantropie, par contre. Et la négantropie, c'est l'inverse. Voilà. La négantropie, c'est l'entropie négative. Donc comment est-ce qu'on arrive à ramener de l'ordre? Et c'est Schrödinger, avec son livre Qu'est-ce que la vie, qui pose que en fait, le vivant, c'est la lutte contre l'entropie. Voilà. Et après... parce que évidemment, nous, en tant qu'organisme vivant, on a l'air très organisé. On a un cœur, du sang, des poumons. Tout ça est extraordinaire. Donc, on est des êtres très organisés. Alors, comment est-ce qu'on peut... Parce que le deuxième principe de la thermodynamique, c'est que l'entropie augmente toujours. Donc, si l'entropie augmente toujours, pourquoi est-ce que nous, en tant qu'êtres vivants, on est si bien organisés? Et donc, voilà, Schrödinger, le vivant... c'est la lutte contre l'entropie. Et après, pour avoir discuté avec Maëlle Monteville, en fait, au sein du vivant, il y a quand même de l'entropie, parce que par exemple, le cœur, quand il pulse le sang partout dans le corps, on pourrait considérer ça comme du désordre, mais en fait, c'est de l'entropie contrôlée, parce qu'après, ça revient. Voilà. Mais à la fin, l'entropie gagne toujours quand même, à la fin, on meurt. Bon. Les théories de l'effondrement, c'est des théories que je partage. J'ai lu Pablo Servigne, entre autres, mais il y en a d'autres. Et alors, le coronavirus, c'est pas un virus. Par exemple, dans les théories de l'effondrement, à un moment donné, on dit oui, il pourrait y avoir des pandémies parce qu'il pourrait y avoir des virus qui viennent du fait que le permafrost fonde. Et donc, il y a des virus qui datent de temps anciens, qui se réveillent et on n'a aucune immunité contre ces virus-là. Bon, là, le coronavirus, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas un virus qui vient du fond du permafrost. Maintenant, donc il s'est répandu, c'est très grave ce qui est en train d'arriver. Il y a jeudi, on a assisté au krach du CAC 40 de la bourse française. Donc il y a une crise financière qui est lancée, qui va a priori qui déboucher sur une crise économique. Pour nous, ça risque d'être très grave. Et ça, cette crise économique-là, on dit depuis longtemps qu'une crise économique, ça pourrait être le facteur, ça pourrait être un premier effondrement qui serait suivi d'autres effondrements. Donc, je pense qu'il est très tôt pour parler, mais je pense que la crise économique qui arrive là va être très dure. Mais ça, c'est pas moi qui le dis, c'est des économistes qui disent que en fait, la crise de 2007, on ne s'en est jamais vraiment relevé, qu'on vit dans une illusion, qu'il y a des liquidités qui sont injectées très régulièrement. Donc voilà, cette crise-là, c'est l'inconnu. Comment est-ce qu'on va pouvoir les gérer? Cette crise-là, ça pourrait être le point de départ d'autres crises. Et surtout de la décroissance. Surtout de la décroissance. Après, moi, si la décroissance, c'est une théorie selon laquelle les pouvoirs politiques prennent la décision de décroître et de décroître économiquement. Or là, le coronavirus, peut-être qu'on va décroître, mais ça émanera pas d'une décision politique. Donc ce sera quelque chose de... ça va être beaucoup plus dur à gérer. Voilà, que si ça avait été mené. Les émissions de CO2 ont effectivement baissé avec la crise du coronavirus. Maintenant, c'est très dur de s'exprimer maintenant. Je pense que c'est très tôt pour parler de ce qui va se passer. Maintenant, oui, la thèse de la décroissance, c'est on peut vivre autrement et en fait, votre PIB, là, c'est pas un bon indice de bonheur, c'est pas un bon indice de bien-être. Voilà. Et donc, certes, le PIB croît, mais est-ce que le bien-être des gens croît? Aux États-Unis, on a vu que l'espérance de vie a baissé. Les gens se suicident, le niveau de consommation d'antidépresseurs augmente.
Donc voilà, la croissance, c'est sans doute pas un bon indicateur de bien-être. Les inégalités augmentent, alors ça donne lieu à beaucoup de débats, mais bon, on peut dire que les très très riches s'enrichissent très très vite. Voilà, je pense sans trop rentrer dans les détails. Mais donc oui, la thèse de la décroissance, c'est qu'on peut vivre autrement, effectivement. Et donc le coronavirus, oui, on peut vivre autrement et plus localement. Donc sans devenir complètement indépendant du monde extérieur et en étant survivaliste et en cédant à une forme de panique, on peut continuer à être dépendant du monde extérieur, mais en étant plus ancré dans sa localité, en étant plus enraciné quelque part, en mangeant des choses qui viennent des environs et sans manger des bananes qui viennent de l'autre côté du globe. Par exemple, à Youth for Climate, notamment, on a un projet qui s'appelle le projet CERF, CERF, où on essaye de créer notre éco-village. Voilà, c'est un ami à moi qui s'occupe de ce projet-là. Et donc, voilà comment on y réfléchit, voilà, à créer un éco-village. En tout cas, c'est une idée qu'on a. Et peut-être que j'irai vivre à la campagne, je sais pas. Moi, j'ai quand même envie d'étudier, de faire des études. Voilà. Aujourd'hui, les études à la campagne, c'est pas vraiment possible. Voilà. Toutes les écoles sont en ville. Et voilà, Greta Thunberg avait dit Why should I be studying for a future that soon will be no more? Pourquoi est-ce que j'étudierai pour un futur qui bientôt ne sera plus? Moi, je pense qu'on peut étudier pour étudier. On n'a pas besoin d'étudier pour un futur. On n'a pas besoin d'avoir une vision utilitariste des études. Et en fait, savoir, c'est pouvoir. Et donc voilà, apprendre, c'est une très grande richesse. Et moi, je m'en fiche du métier que... J'ai pas de projet professionnel particulier, je m'en fiche du métier que je veux faire plus tard. Par contre, faire des études, je pense que c'est très important et c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Donc bon voilà, vivre à la campagne peut-être après des études, si je peux les mener à terme, je ne sais pas. On est dans la prospective. Mais en gros, en fait, une des particularités du mouvement d'Extinction Rébellion, c'est de promouvoir la culture régénératrice. C'est-à-dire une culture où, en fait, au sein du mouvement, on essaie de ne pas reproduire ce qu'on souhaite combattre, c'est-à-dire les dominations qu'on subit dans la vie et dans cette société. Par exemple, les dominations hommes-femmes ou dominations envers les personnes racisées. Donc on a cette réflexion-là et aussi s'intéresser beaucoup aux sentiments des rebelles, de la dimension psychologique, du fait de s'impliquer. Et peut-être parfois certains auront des expériences traumatisantes, ils auront peut-être du mal à le dire. Donc on peut créer des bulles régénératrices où là les personnes peuvent échanger sur vraiment ce qu'ils ont ressenti pendant une action pour essayer de décompresser. Aussi une réflexion pour éviter le burn-out militant, qui est en fait quelque chose de très courant dans les milieux militants et peut-être pas assez pris en compte. Donc c'est entre autres pour ça qu'on prône l'horizontalité, qu'on développe des techniques pour essayer que tout le monde puisse prendre la parole et que ce soit pas que la parole ne soit pas monopolisée par ce qui se fait souvent, c'est-à-dire les hommes, ceux qui ont fait plus d'études, qui sont plus à l'aise à l'oral, voilà. Et aussi il y a aussi la dimension méditation. Où une façon de se régénérer peut être de méditer, de se recentrer sur soi. Ça peut être aussi une façon, par exemple, de surmonter l'angoisse liée au réchauffement, au dérèglement climatique et toutes les crises qui vont avec, qui sont liées. Parce que tout cela est vraiment angoissant et donc on a pas mal de rebelles quand ils viennent Extinction Rébellion, entre autres, ils mentionnent le fait qu'ils ont eu des phases de dépression en apprenant, plus ou moins longues,
en apprenant la gravité de la situation. Et donc prendre ça en compte, c'est important. Et donc on a plein d'outils comme les bulles régénératrices, les moments de partage, de discussion sur les dimensions psychologiques et entre autres ces moments de méditation. Et plus particulièrement sur la méditation, l'autre idée c'est d'arriver à rester calme en action, de pouvoir diminuer la tension en fait, et même face aux forces de l'ordre, et pouvoir montrer qu'on peut être, comment dire, oui, c'est une façon de calmer la situation et revenir un peu en soi-même et prendre conscience de soi. Voilà. Et une autre question encore que je n'ai pas posée, c'est vos relations avec vos parents ou avec les adultes. Ah, la génération avant vous. La génération avant. Les générations avant ont tout mis en marche et toléré. C'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne question, oui. Personnellement, pas vraiment, parce que peut-être que si j'avais été de la génération d'avant, j'aurais eu moins accès à l'information, moins de prise de conscience, d'autres contraintes qui font que j'aurais pas pu m'engager, ou oui, que je ne l'aurais pas fait. Et comment ça se passe avec vos parents? Mais là, il n'y a pas de soucis. Non, il n'y a pas de soucis. Mais ils sont soutiennent. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais ils vous laissent faire. Oui. Mais par contre, je crains peut-être qu'à l'avenir, quand les problèmes seront plus flagrants, que ce ne sera pas juste des coups de chaleur en été, mais qu'il pourrait y avoir moins de nourriture disponible, enfin ce genre de choses. Là, je crains qu'il puisse y avoir vraiment une haine entre générations. Et donc c'est pour ça que je trouve que l'initiative du collectif Internation de se rapprocher vers la jeunesse militante est une bonne initiative pour contrer la potentielle haine de génération qui pourrait exister. Voilà. Je ne sais pas si j'ai un reproche vis-à-vis des générations aînées. Je pense que j'ai un reproche vis-à-vis des politiques forts, parce que c'est eux qui ont le pouvoir. Et après, oui, les 30 Glorieuses, ça a été un moment, partout dans le monde occidental, un moment où les gens se sont mis à consommer de plus en plus et à griller nos ressources, effectivement. Mais c'était après la guerre, il fallait reconstruire des infrastructures, donc évidemment ça demandait beaucoup de ressources. C'était un autre temps. Voilà, je pense par contre à partir des années 80, il y a Jean Jouzel que vous aviez évoqué, grand glaciologue qui alerte dès les années 80. Et là, rien n'a été fait. Alors quand même, on peut noter que Margaret Thatcher a créé le GIEC. Margaret Thatcher, qui dans les années 80 était peut-être pas tout à fait une politique connue pour être écologiste. Donc il y a quand même des choses qui ont été faites, mais après, ça n'a jamais eu de répercussions vraiment sur les politiques, et enfin sur les politiciens. Voilà, il n'y a jamais vraiment de mesures qui ont été prises, et je pense que ça pose aussi ce problème-là, la crise du coronavirus, la prise de conscience des politiques qui n'avaient pas pris conscience en fait du fait que le virus pouvait se répandre, qui se croyaient à l'abri. Agnès Buzyn qui a envoyé ses masques en Chine en disant non mais nous en France il n'y a aucune chance qu'on ait des cas infectés. Le jour même on avait nos premiers cas d'infection. Et donc voilà, cette prise de conscience qui n'est pas faite par les politiques, après ça se répercute sur la population qui ne peut pas avoir cette prise de conscience-là. Et c'est ça aussi dans la crise écologique. C'est les politiques. Alors je pense que ce serait naïf de dire que tous n'ont pas pris conscience du problème. Je pense que certains n'ont pas
dans les années 80, ils n'avaient peut-être pas encore conscience du problème. Maintenant, je sais pas, mais en tout cas, cette inaction politique-là, ça m'est difficile à supporter. J'ai pas de reproche vis-à-vis de mes grands-parents, voilà, on est toujours dans un contexte historique. Moi, ce qui fait que je suis engagée dans l'écologie, c'est aussi parce que voilà, j'arrive à ce moment-là. Enfin, on est toujours pris dans notre contexte historique, social. On peut pas. Il faut se rendre compte de nos déterminations. Je pense que le capitalisme s'est imposé après la chute de l'URSS, enfin vraiment fortement avec les thèses de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, c'est bon. Le capitalisme va régner en maître, les guerres, il n'y aura plus jamais de guerre, à la place il y aura une guerre économique. Et voilà, sans plus aucune remise en question, c'était plus possible d'être communiste parce que voilà, le communisme ça marchait pas et de toute façon c'était un régime totalitaire et c'était à jeter à la poubelle. Donc de toute façon, la seule voie c'était le capitalisme. Alors qu'en fait non, il y a autre chose. Il y a un entre-deux, il y a une troisième voie. On peut aller vers autre chose. Peut-être redire quand même que voilà, nous on n'a pas de... Ça, pour le coup, on est d'accord avec Extinction Rebellion qui dit « Nous ne tenons pas de discours moralisateur ni culpabilisant. On ne veut pas être moralisateur vis-à-vis de la société civile. » Après, je dis pas... je ne veux pas non plus infantiliser les gens en disant « Oh, c'est pas votre faute, mais pauvres, vous savez pas, etc. » Donc il y a un entre-deux, mais voilà, moi si j'ai une critique à faire, c'est plutôt vis-à-vis des politiques. Et après, vis-à-vis de la population, c'est plutôt regarder comment est-ce qu'on peut s'organiser autrement et comment est-ce qu'on peut vivre autrement. Voilà.